voisins. Et c'est vrai que quand on est voisins, ma foi, on peut devenir amis. Surtout peut-être quand on a quelque chose qui nous unit, un point commun. Ça peut être les goûts musicaux, comme avec les merveilles que l'on a eues sur scène et qui vont revenir après. Et là, vous, en l'occurrence, votre point commun, c'est justement cette obligation réelle environnementale. Autant vous dire, c'est pas encore hyper répandu, mais là, sur un même territoire, j'ai le plaisir d'accueillir le domaine de Clarins, grande entreprise s'il en est, et le CNMN Château d'Espérant, qui représente quand même le ministère de la Culture. Qui aurait cru que ces deux-là auraient un tel point commun? Alors ma première question, avant de vous demander qu'est-ce qu'est l'obligation réelle environnementale, ce sera plutôt de savoir qu'est-ce qui vous a mis l'une, les uns comme les autres, sur ce chemin de l'obligation réelle environnementale. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette signature? Qui se lance? Henri-Luc, notre hôte. Oui, alors donc, oui, effectivement, ici, vous êtes au château d'Espérant. Donc ce château d'Espérant, comme vous avez pu le voir peut-être, c'est aussi un centre d'archives. Donc en 73, les archives de France ont installé, suite à une donation, sur ce site un lieu de conservation d'archives et de microfilms. Donc c'est le seul en France, un centre important, c'est une mission régalienne qui permet de conserver notre mémoire nationale. Donc tout ça, ça se trouve sous le dôme, on ne dirait pas, mais derrière vous avez une sorte de monticule. Dessous, il y a des magasins avec des archives de la nation française, de notre histoire à tous. Donc ça, c'est ce qui était Espérant jusqu'à les années 2000, 2021, 2022, où petit à petit, nous avons pris conscience, tous collectivement, de la nécessité de s'intéresser à notre planète et à notre biodiversité. Et donc, le ministère de la Culture étant en transition écologique, nous avons ici à Espérant essayé de nous demander comment faire pour prendre en compte cette biodiversité. On a identifié un dispositif qui s'appelle l'ORE, l'obligation réelle environnementale, qui permet de s'intéresser à la protection de la biodiversité. Et donc, depuis cette signature en 2022, c'est la première de l'État, il faut le dire. Donc, Saint-Gilles, on est un peu novateur au niveau de l'État. On a signé cette obligation réelle environnementale et on dit dans cette obligation qu'on met le vivant au cœur de nos missions et que tout ce qu'on fait en termes de conservation d'archives, on doit le faire aussi au regard de la nécessité de la protection de la biodiversité. Voilà, bon, ça c'est le début de l'histoire et c'est tout un programme puisque c'est un changement de posture radical pour une administration. Merci. Et alors vous, domaine de Clarins, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une entreprise comme la vôtre, et je vais vous laisser vous présenter et présenter l'entreprise, qu'est-ce qui vous a embarqué dans cette obligation réelle environnementale? Bonjour, on est ravis d'être là avec Marie pour vous parler de Clarins et comment on est arrivé sur ce chemin et ce que ça nous fait faire au quotidien. Donc si vous ne connaissez pas Clarins, notre métier c'est de prendre soin de la peau. Donc on est une entreprise familiale qui est née il y a plus de 70 ans. Et la particularité de Clarins, c'est d'utiliser beaucoup de plantes pour créer les actifs qui prennent soin de la peau. Donc on a cette connaissance des plantes, donc il y a cette approche très scientifique de connaître les plantes. Et si vous êtes curieux, vous vous posez la question d'où viennent ces plantes, qui les cultivent, et puis finalement qu'est-ce qui est au contact de ces plantes. Donc on a cette histoire longue d'avoir un intérêt très marqué pour les plantes, et de savoir que si on n'en bénéficie plus, si elles ne sont plus disponibles, si on ne peut plus les cultiver, ça veut dire qu'on ne peut plus faire nos produits. Donc il y a eu cette prise de conscience il y a très longtemps chez Clarins, de se dire qu'on avait à la fois une responsabilité, mais un besoin stratégique, économique, de se dire que la biodiversité doit être en bonne santé, parce qu'elle est essentielle pour produire les plantes qui sont nécessaires pour nous, c'est les auxiliaires de culture, etc., qui sont vraiment vitaux, pour se dire que demain, des sols fertiles, vivants, dont on bénéficiait déjà il y a 70 ans, qu'on va encore avoir aujourd'hui et dans les 30, 40, 50 ans prochains, la biodiversité, c'est au milieu de l'équation. Donc voilà, cette prise de conscience de Clarins, elle est là depuis longtemps. Et on est devenu, on a rajouté un métier dans nos équipes, au-delà du marketing, de la communication, de transporter, de fabriquer un produit, de devenir agriculteur. C'est mieux? Non. Il a débranché. D'accord.
Donc c'est normal. Donc un nouveau métier est apparu chez Clarins il y a maintenant bientôt 10 ans, enfin ça fait 10 ans. On a investi dans un premier domaine agricole en Haute-Savoie. Et on est arrivé, alors petite histoire, comment on est arrivé sur ce domaine. On travaillait déjà depuis 20 ans à la conservation de la biodiversité dans les Alpes, notamment la réintroduction du gypaète barbus. C'est un rapace, un vautour. Donc vous dites, qu'est-ce que ça vient faire avec Clarins? Donc, ça montre le côté désintéressé de se dire la nature, elle est composée de faune et flore et on n'est pas obligé de forcément protéger quelque chose qui nous concerne très directement. Donc ce lien à ce territoire était pour nous très important et le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie était un partenaire important pour notamment choisir le lieu où on s'est installé. Et c'est ce fameux SEN de Haute-Savoie qui, quelques années plus tard, nous a dit il y a un truc qui s'appelle l'ORE. Et on se dit que ça serait super intéressant pour vous. On travaille avec vous depuis très longtemps. Et on se demande pourquoi vous n'avez pas encore fait un ORE. Je m'arrête juste là sur cette description. Très bien. Alors, du coup, est-ce qu'il y en a une ou un parmi vous qui voudrait bien nous expliquer, mais de la manière la plus concrète possible, parce que bon, pour l'instant, super, on s'engage, on a compris, il y a de la biodiversité, mais alors, en quoi cela consiste-t-il très concrètement de signer une ORE? Henri-Luc. Donc, alors l'ORE, c'est un engagement sur le foncier d'un propriétaire. Alors, bon, cette obligation environnementale, elle provient du monde anglo-saxon. Elle a été développée aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon, et elle est venue en France dans le droit français suite à la COP 21. Donc, en gros, un propriétaire foncier, qu'il soit public, alors ici c'est du public privé de l'État, donc ou un particulier ou une entreprise peut s'engager dans cette signature en s'associant avec des naturalistes. Il faut qu'il y ait des naturalistes qui viennent s'associer donc à la prise en compte de la biodiversité sur le foncier. Donc ça lie en fait cette signature lie l'engagement envers la biodiversité sur un foncier sur une période très longue, puisque ça peut aller jusqu'à 90 ans. Alors ici à Espérant, on a fait 50 ans parce que l'État, en fait, c'est lié à l'organisation administrative. En fait, c'est le domaine qui est propriétaire de l'État. Il affecte les propriétés à des ministères pour 50 ans. Voilà. Donc l'État signe avec lui-même des conventions. C'est très français. Donc du coup. En tout cas, tu as atteint le maximum. Voilà, nous on est allé au maximum. Juridiquement. Voilà, notre maximum c'était 50 ans. C'était déjà une belle tranche de vie. Et donc pendant 50 ans, pour ce qui me concerne par exemple, quand je partirai d'ici dans pas très longtemps, le successeur ou la personne qui arrivera devra assumer cette obligation environnementale. Donc c'est-à-dire ça pérennise l'engagement. Donc ça le lie au foncier. Alors donc, pour un privé. Donc, et du coup, là, on comprend bien 2 co-signataires, le propriétaire et une structure qui représente des naturalistes qui signent. Alors, en l'occurrence, puisque c'est l'État, c'était devant le préfet. Alors que vous... Pour nous, c'est devant le préfet, mais pour un particulier, ça sera devant son notaire. Alors, un particulier ou une personne privée, puisque vous, en l'occurrence, c'est entreprise. Et du coup, en tant qu'entreprise, vous avez signé une obligation réelle environnementale devant le notaire, puisque ça vient changer la nature du foncier, et avec aussi un partenaire naturaliste, écologue. Allez-y. Effectivement, devant le notaire, juste une année plus tôt qu'ici, donc en 2021, effectivement, on a signé cette ORE. D'ailleurs, en fait, ce nom n'est pas terrible. Quand on dit oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que le nom obligation plus, tout ça, c'est pas ce qui donne envie. Alors que l'objet qui est derrière cette ORE, c'est tellement intéressant que déjà son nom ne lui rend pas hommage. Donc effectivement, signature devant notaire et donc avec Aster, qui est le nom de la structure, mais qui est les conservatoires des espaces naturels de Haute-Savoie, qui est le partenaire avec qui on déploie chaque année un plan lié à la biodiversité. Et nous, on a signé pour 99 ans. Voilà. C'était le bail maximum. On dit, allez,
Allons-y. Chacun dans votre genre, vous avez dit à y aller, on y va franchement, et vous avez pris Voilà, le on avait un maximum. horizon qui était plus long, peut-être que l'entreprise familiale a aussi aidé. On a déjà 70 ans, donc on se dit que 70 ans ou 99 ans de plus, c'était tout à fait atteignable. Mais ça veut dire que quand on signe pour 99 ans, j'imagine la direction chez Clarins qui se dit, si ça reste entreprise familiale, les héritiers vont récupérer, un petit peu comme le ou la successeur d'Henri Luc récupérera cette obligation. Ça fait un petit peu le cadeau en héritage. Tout à fait. C'est le cadeau et c'est aussi un peu de la responsabilité. Je trouve que c'est intéressant de se dire que cette signature, comme vous le disiez très bien, on le lie à la terre. Donc cet engagement, presque on crée à la parcelle, au territoire, presque un engagement, une personne morale en fait. Il y a presque, voilà, on fait prendre la voie à la terre, de se dire, il va falloir que tu travailles avec moi, que tu me respectes. Et cette signature-là, voilà, elle est pour ceux qui en sont responsables, pour ceux qui détiennent ce fameux foncier. Donc on espère que ça sera Clarins le plus longtemps possible, et peut-être jusqu'aux 99 ans, et puis une nouvelle signature peut-être dans un peu moins d'un siècle. Ou si on vend, c'est le cadeau au suivant, de dire, mais si tu trouves que là c'est super parce qu'il y a aussi un partenaire local avec qui il va falloir travailler. C'est ça. Et effectivement, voilà, on se rend compte que ça nous fait reconsidérer cette terre, que ce soit ici un parc, que ce soit des champs cultivés, où ce ne sont plus seulement des ressources, c'est aussi un élément que l'on se doit de respecter pour ce qu'il est, son équilibre biologique, écologique. Ça change beaucoup de choses. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que l'État peut s'engager, une entreprise peut s'engager, mais ça veut dire que moi, demain, allez, j'ai un jardin qui doit faire dans les 60 mètres carrés. Je peux m'engager aussi ? C'est lié à n'importe quelle terre. Enfin, voilà, du moment qu'on a une parcelle qui est enregistrée, on est à titre privé, on peut parfaitement s'engager. Donc, on est tous concernés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la protection du vivant, on peut, nous aussi, non seulement le faire au quotidien, comme vous et moi, on doit avoir plaisir à le faire, mais on peut, nous aussi, prévoir le petit cadeau en héritage. Ou au vendeur, si je vends. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que l'ORE, c'est un engagement. Et cet engagement, ces obligations, c'est le propriétaire qui se les fixe finalement avec lui-même. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc, on se fixe des engagements qu'on pense pouvoir tenir. Donc, alors, par exemple, à Espérons, on en parlera tout à l'heure, et à chez Clarins aussi. Donc, nous, on a des engagements très très forts, parce que bon, on peut se le permettre. Un propriétaire d'un petit jardin comme le tien, par exemple, tu pourrais t'engager pour protéger ton arbre, celui que tu aimes, simplement en faisant en sorte de l'entretenir, de t'engager à ne pas le couper, si bien entendu il n'est pas dangereux, et ainsi de suite. Donc ça peut être très, 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 très symbolique aussi comme engagement, et c'est cette forme de symbole qui est aussi très important pour transmettre cette envie, ce besoin de protéger cette biodiversité. Donc ça peut être très souple. Alors ça peut être très souple, mais est-ce que tu pourrais, Henri-Luc, nous donner des exemples très concrets du comment l'obligation réelle environnementale est venue apporter des actions spécifiques de préservation de la biodiversité ici au château d'Espérans? Exemples concrets. Alors un exemple très très concret. Alors derrière vous, vous avez un château et vous avez des communs. C'est le bâtiment à droite là. Dans ces combles, en fait, il y a une colonie de chauves-souris, les sérotines. C'est probablement, d'après ce qu'on nous dit, une des plus grandes colonies de France. Elle est bien cachée, on l'a découverte il y a 7-8 ans. Et il y a 600 individus qui sont là, présents. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la cour, on a mis des caméras. Et on peut voir cette colonie aujourd'hui, depuis quelques mois, on peut la voir. Et donc bientôt, elle va se reproduire, puisque c'est une colonie de reproduction. Cette colonie, elle est protégée. Donc demain, on doit faire des travaux dans ce château qui sont prévus. Donc la question, c'est comment faire ces travaux pour protéger ce patrimoine culturel aujourd'hui. Donc on a ces chauves-souris qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas mettre en danger les chauves-souris et pourtant protéger ta mission principale a priori, préserver ce patrimoine? Du coup, on a affaire, il faut qu'on interroge des spécialistes, parce qu'on n'est pas spécialistes, nous, des chauves-souris. Donc, grâce à l'ORE, on est en contact avec des naturalistes. Et là, le naturaliste nous apprend que
Ben, la chauve-souris, elle a un cycle de vie en fait. Elle arrive ici à peu près chez nous en avril et elle reste jusqu'en octobre, novembre. On le sait ça aujourd'hui. Et après, quand elle passe l'hiver en Cévennes dans des grottes qu'on n'a pas identifiées, mais elle s'en va. Donc en fait, notre obligation à nous et notre engagement, c'est de faire nos travaux que lorsque les chauves-souris ne sont pas là pour ne pas les déranger. Et c'est tout simple en fait. C'est simplement une information, une connaissance scientifique qui nous permet d'adapter notre comportement. Mais si vous n'aviez pas changé votre posture sur la biodiversité et l'environnement, vous n'auriez pas eu cette information et vous n'auriez peut-être pas pris en main le chantier du château de la même manière. Ben, c'est-à-dire que là, on serait allé dans les combles aujourd'hui, changer les poutres, alors qu'il y a un trésor de biodiversité dans ces combles. Vraiment, ces chauves-souris sont assez remarquables et elles sont là, quoi. Donc voilà, l'ORE nous a permis ça. Et alors, Marie, qui est, j'ai envie de dire, un peu au concret chez Clarins, je te laisse te présenter sur tes missions et je pense que c'est à toi qu'il faut que je m'adresse pour avoir des exemples aussi concrets que les chauves-souris sur, pour Clarins, comment ça s'est traduit, cette obligation réelle environnementale? Oui, donc bonjour tout le monde. Donc je suis effectivement les mains dans la terre au domaine Clarins de Sainte-Colombe. Donc depuis 2024, sur le domaine, on a démarré la production de plantes à usage cosmétique. Donc avec une très grande diversité de plantes, puisque là actuellement on est sur plus de 30 plantes cultivées. Voilà. Et donc moi je suis en charge de mettre en place ces cultures et aussi de permettre de préserver, voire de développer la biodiversité du domaine tout en cultivant nos plantes. Donc il faut vous imaginer que le domaine fait 115 hectares, donc c'est un très grand domaine au milieu des costières. On est très caché puisqu'on est dans un trou, une faille au milieu des costières, donc on descend dans notre écrin de nature, hein, le fait en fait d'être au milieu des costières, au milieu de la vigne et de l'arboriculture, et donc dans la garrigue, fait qu'on a regroupé, enfin on a, pas nous hein, personnellement, mais le fait d'avoir de l'agriculture, de la monoculture tout autour de nous, a favorisé en fait le développement de la biodiversité sur ce domaine. On a une très très grande diversité d'oiseaux, d'insectes, de plantes, d'amphibiens, de reptiles, voilà. Si je comprends bien, ça l'a favorisé parce que les espèces y ont trouvé un refuge dans ce domaine, par rapport à la monoculture où il était peut-être moins aisé d'y vivre. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a aussi, comme ici, une ripicile, donc une rivière qui aujourd'hui ne coule plus, hein, qui est souterraine, mais qui est aussi une très grande réserve de biodive. Et donc, quand on arrive là-bas, effectivement, là, le premier réflexe, c'est de se dire qu'on a une responsabilité de travailler tout en étant protecteur de toute cette vie. Ça paraît complètement couler de source, ça tombe sous le sens. Et c'est pour ça que la première démarche qui a été faite, c'est de faire un audit de toute cette biodiversité. Donc, parce que nous, on connaît certains oiseaux, certains insectes, etc., mais on n'est pas écologue. Et donc, effectivement, il a fallu faire travailler des écologues, des botanistes, des ornithos, voilà, tous les spécialistes en fait de la biodive pour qu'ils nous fassent un recensement exhaustif de toute la biodiversité qu'il y a sur le domaine. Il y a eu des découvertes incroyables ou pas? Il y a eu des découvertes, alors incroyables. Pas pour un écologue, mais pour moi. Si, je pense que quand on aime observer la nature, observer le vivant, en fait, on est forcément émerveillé par ce qu'on y voit. Donc on a des colonies de guêpiers, alors c'est vrai qu'ici il y en a beaucoup, mais on a des colonies qui nichent sur le domaine, donc ça c'est quand même
assez exceptionnelle. On a de la pie grièche à tête rousse, hein, voilà. Bon, Oui, moi je suis très fan Voilà. de la pie grièche. Toutes les histoires de ma grand-mère, il y avait une pie notre- grièche. Donc, par exemple, la pie grièche, donc, aujourd'hui, on est encore dans la construction, hein, on a cet audit qui a été réalisé, voilà, et donc la prochaine étape, c'est de dire, bon, nous, on veut cultiver, donc on veut travailler le sol, ouvrir des parcelles, etc. Comment on fait pour cultiver sans impacter sur ces oiseaux ou ces insectes, etc. Donc, c'est pareil, c'est qu'on a des périodes d'intervention possibles et on a aussi des recommandations en termes d'aménagement du paysage. Donc, par exemple, sur une parcelle où se trouve la pie grièche, on sait qu'elle va nicher dans les chênes verts et elle va se nourrir au sol, mais il lui faut des bosquets. Donc, ça veut dire qu'on va préparer une parcelle, mais toujours conserver des zones, ce qu'on appelle des zones tampons, avec des chênes verts, avec des bosquets qui vont permettre à la pie grièche de trouver son espace, tout en nous permettant quand même de cultiver des parcelles. L'avantage qu'on a, c'est qu'on fait des plantes médicinales, je vous disais, donc à usage cosmétique, on a une très grande variété. Donc on a des plantes qu'on va garder des annuelles, des vivaces, des arbres. On a tout un tas de plantes très différentes et qui se cultivent de manière très différente. Donc ça nous permet en fait de nous adapter en fonction des parcelles, de se dire là on va plutôt favoriser une implantation de vivaces, on va un peu faire du remue-ménage en faisant la plantation, mais derrière on va plus trop y toucher et donc ça va permettre en fait que la vie suive son cours sur cette parcelle-là. Voilà, c'est des petits exemples très concrets, mais c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Alors moi, ce que je trouve fou quand je vous écoute, c'est qu'on a l'impression que c'est juste trop simple. Non, mais je me suis amusée à vous présenter comme des voisins, mais vous vivez en harmonie aussi avec les espèces qui habitent ces espaces. Et finalement, il suffit d'avoir un petit planning mis en commun. Bon ok, on fera pas le chantier tant que vous habiterez les combles. Très bien, on vous laisse un petit bosquet, puis on va adapter. Et quand paradoxalement, avec tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, même à l'échelle nationale, on a l'impression que l'environnement n'est que contrainte. Quand on vous écoute, un domaine d'État, une grande entreprise, et finalement, on a l'impression que il suffit d'écouter, il suffit d'avoir le niveau de connaissance, et finalement, ça a l'air facile. Je me trompe ou c'est pas si dur que ça? Alors, je laisserai peut-être mes collègues répondre aussi, mais juste une chose, c'est que comment dire, la richesse du vivant sur nos cultures. Alors peut-être que, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs qui sont là et qui nous écoutent, des gens qui font peut-être de l'arboriculture ou ils vont peut-être pas avoir ce discours-là, mais en fait nous on est sur des productions très très diversifiées et on a besoin en fait de créer un équilibre dans notre écosystème. Donc, si on a des ravageurs, on a des auxiliaires aussi. Parce qu'en fait, on leur permet aussi, on leur laisse la place. Et donc, arriver à s'intégrer dans cet écosystème-là, parce qu'on veut quand même produire, on veut cultiver, on veut que ça fasse du rendement, et comme tous les agriculteurs. Mais le fait de ne pas être sur de la culture unique, sur des grandes surfaces, en fait, vraiment sur une production extensive, ça nous permet d'avoir cet équilibre du vivant, quoi. Voilà, c'est quand même peut-être plus facile pour vous que sur des modèles de monoculture intensifs que l'on pourrait interroger. Ce serait intéressant d'ouvrir le débat aussi à ce modèle. Henri-Luc. Alors pour un site comme Espérant, donc c'est une autre problématique, hein, mais en fait c'est une question, je pense, de regard et de soins. Donc le ministère de la Culture, c'est la culture. En fait, un fonctionnaire du ministère de la Culture, sa mission, c'est de protéger la culture. C'est-à-dire, en fait, le patrimoine, le patrimoine archivistique, paysager, ou bâti, ou des collections, ce que nous avons à Espérant. Et ce parc, en fait, on peut le regarder d'une manière culturelle. C'est un parc paysager, classé, donc protégé au titre des monuments historiques parce que il a été fait par un paysagiste au 19e siècle selon un certain nombre de règles. Voilà, c'est l'aspect culturel des choses.
Et c'est important, la culture. Sans culture, on ne fait pas société. Donc c'est très important et c'est notre mission. Mais ce parc, en fait, il n'est pas que... le regard du conservateur culturel, il est plutôt comme ça. Et en fait, on a peut-être aujourd'hui des nouveaux conservateurs, moi j'en fais partie, qui s'intéressent aussi à ce vivant qui est dans ce patrimoine culturel. Donc c'est pour ça que l'ORE arrive en fait pour nous faire changer notre regard et nous dire que le soin qu'on porte à notre culture, on doit aussi l'apporter à notre nature. Et comme nous sommes dans un projet de transmission, puisque nous faisons des projets éducatifs avec nos enfants, en fait, vers nos enfants, eh bien aujourd'hui notre regard se porte sur la culture, mais aussi sur la nature, et on montre à nos enfants comment on peut aussi s'intéresser à cette biodiversité dans laquelle on n'est rien, en fait. Sans culture, on n'est rien. Sans biodiversité, on n'est rien de rien. Et ce ne serait pas mentir que de dire qu'aujourd'hui, pour le ministère de la Culture, ce qui se joue ici avec vous, avec cette ORE, ça a quelque chose d'expérimental qui est quand même bien observé depuis Paris, puisque ce n'est pas tous les sites culturels aujourd'hui qui sont dans cette démarche, mais on sent que le train est quand même lancé et ce qui se passe ici, ça va permettre aussi de documenter et peut-être de faciliter le passage à l'acte pour d'autres. Oui, alors pour le ministère de la Culture, évidemment, Espérance, c'est un lieu expérimental, un laboratoire sur lequel on fait plein de choses. Peut-être qu'on en parlera si on a le temps, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un laboratoire de la transition écologique. Et comme c'est un petit lieu, il n'y a pas trop d'enjeux pour une grosse administration. Si on se trompe, c'est pas si grave, mais de toute façon, on ne va pas se tromper. Et donc ça nous permet d'expérimenter un autre rapport à un lieu patrimonial qui est aussi la nature est très importante pour nous, on le sait très bien. Donc il faut qu'on en prenne soin. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Espérance et qu'on expérimente. Et pour vous, du côté de Clarins, au regard des entreprises comme les vôtres, qui travaillent peut-être dans auxquelles on pourrait vous comparer, vous sentez que vous avez une longueur d'avance, vous vous sentez dans l'expérimentation, comment vous vous situez par rapport aux autres ? Alors, je ne vais pas dire qu'on a une longueur d'avance. On l'a peut-être fait avant les autres. Après, on a la chance dans notre secteur d'avoir aussi plusieurs entreprises dont on connaît notre dépendance à la biodiversité. On travaille souvent sur des projets communs d'amélioration de filières, de plantes. Effectivement, on fait partie des rares. Enfin, je sais, il n'y en a pas d'autres dans notre secteur qui, pour le moment, a signé un ORE. S'ils s'inspirent de ce qu'on fait, tant mieux. Parce que voilà, je pense qu'il faut être copié sur ce genre de démarche. Après, ce qui est intéressant, je trouve, tu disais, c'est peut-être facile de mettre ça en place. Oui, parce qu'il y a le côté aussi, finalement, un peu émerveillement de se dire, de découvrir qu'on a ça, par exemple, sur le domaine de Serraval, avec l'audit biodiversité qui a été fait. On s'est retrouvé à découvrir qu'il y avait une espèce d'orchidée sauvage, le sabot de Vénus, qui est sur une liste un peu classée rouge. Donc on se dit, tiens, il y a une plante extraordinaire qui est là. Elle est en train d'avoir un peuplement qui se sent bien. Si on ne va pas la déranger, elle continuera à prospérer. Et on parlait de culture, de patrimoine. On sait que on n'a pas besoin en plus d'aller là. Mais c'est intéressant de le savoir pour éviter justement d'aller la déranger. De peut-être informer aussi, parce qu'on a un chemin de grande randonnée qui est juste au bord de du site, d'informer qu'il y a cette démarche, qu'il y a le sabot de Vénus qui est là. Mais parler aussi avec tous les voisins et tous ceux qui partagent l'espace, parce que finalement, nous, par exemple, sur le domaine à Serraval, donc il est un peu plus avancé dans sa démarche, c'est amusant qu'on se soit mis à discuter avec les chasseurs, parce qu'on a du passage de gibier, on a des échanges avec les alpagistes, puisque c'est aussi la zone du reblochon, et mine de rien, notre démarche, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, excusez-moi, mais c'est celui qui me vient, on contamine en fait. On essaime. Merci. On essaime nos voisins. On leur dit, tiens, on a commencé à faire ça. Et d'ailleurs, si je fais en sorte que le milieu ne se referme pas parce que c'est un alpage, c'est dans ton intérêt. Et puis, c'est bien quand tu as besoin de faire pâturer tes bêtes. Moi, ça permet de maintenir un milieu ouvert. Et puis, ce milieu ouvert, il est intéressant pour les espèces de gibier qui passent. Et puis c'est intéressant aussi pour la prise d'eau qu'on a sur le torrent
sur les écoulements d'eau, etc. Parce qu'on doit prendre en compte aussi finalement tout cet écosystème, cette hydrologie qui est dans le lieu. Donc en fait, cette démarche qu'on a commencée tout seul, eh ben, elle ne peut fonctionner aussi si tous ceux qui sont à notre contact y adhèrent, ou en tout cas y participent. Et on se dit qu'au fur et à mesure, ben, peut-être qu'ils vont se lancer dans ce genre de démarche, ou même s'ils ne signent pas un ORE, ils auront peut-être dans un coin de la tête de dire bah, tiens, j'ai peut-être un intérêt à me dire que la biodiversité c'est un partenaire, ou en tout cas j'ai un truc à faire avec cette biodiversité. Ouais. Ce que je comprends, c'est que soi-même, son entreprise, son service, on fait partie d'un écosystème. Et il faut effectivement, si on veut que nos démarches se pérennisent, prendre en compte cet écosystème pour pouvoir perdurer et essayer d'essaimer. Alors, ma question là, c'est peut-être côté collaborateur, où j'imagine comme ça, Clarins, j'imagine du monde qui bosse, c'est pas juste vous deux. Et du coup, comment ça se passe auprès de l'ensemble des collaborateurs, ou quand on est dans un bureau, c'est peut-être simple. En même temps, Marie, tu nous disais, toi, c'est les mains dans la terre, les bottes en caoutchouc. Mais du coup, je me dis, sur toute la diversité des profils des collaborateurs, ça s'est bien passé, cet engagement, c'est quelque chose qui fédère, qui unit, ou au contraire, il y a des matins où on se dit, bon sang, ce serait plus simple de pouvoir passer le tracteur dans le bosquet. Comment c'est vécu dans l'équipe ? Alors, je vous parle de l'ambiance générale pour le groupe. Alors, petite histoire quand même. L'ORE, je vous confie qu'au tout début, j'étais le seul à être ultra enthousiaste, me dire c'est génial, c'est exceptionnel. Et la première présentation qu'on a pu faire, ça n'a pas pris énormément. Ah ouais, c'est peut-être le nom ORE. Alors l'ORE, voilà, pas vendeur, c'est pas marketé. Voilà, nos équipes marketing on dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais il y avait en fait le temps de la découverte, de se dire mais quel est cet ovni, quel est cet objet, et en fait c'est les étapes suivantes qui ont permis de raconter l'histoire de cette ORE, donc commencé en 2021, et en fait on a essayé vraiment d'amener ce que permettait de réaliser l'ORE. Et c'était il y a 2 ans, on a eu une présentation, on a fait venir le conservateur des espaces naturels de Haute-Savoie et l'équipe de Serraval qui a présenté conjointement, voilà le bilan de ce qu'on a pu faire de l'année qui est passée. Et pour vous donner un peu la variété, c'est effectivement un sujet biodiversité, mais ça va on a financé une thèse de recherche sur des métabolites qu'on va chercher dans certaines plantes. Donc en plus, il y a presque un intérêt, même pour une entreprise, d'aller travailler ça, mais c'est aussi de la connaissance sur la biodiversité qui nous entoure. On a mis des pièges à images, donc on a vu des populations de loups qui sont passées. Donc il y a une multitude de choses en fait qui se sont passées, et si vous partagez cette vie du quotidien que va avoir Marie et l'équipe sur place, je suis sûr que voilà, on va avoir aussi cette histoire, et il faut raconter aussi des histoires si on veut accrocher les gens. C'est important de construire un récit. Il faut le partager. Et donc au début, voilà, ça prend petit à petit, mais c'est normal, comme tout projet qui s'implante dans une entreprise, dans une communauté, etc. Il faut amener ça, il faut le rendre compréhensible, accessible, et bientôt, je pense que voilà, Marie et l'équipe viendra nous dire, tiens, l'épervier s'est installé, il y a déjà plein d'histoires, ou même sur l'opportunisme de la biodiversité, où certains travaux ont permis des installations. Peut-être que tu peux raconter aussi Allez, quelques anecdotes. Alors, en anecdote, voilà, les travaux qui permettent l'installation de biodiversité, ça peut, enfin, un exemple qui peut paraître complètement saugrenu ou inattendu peut-être. On fait un terrassement dans une zone lambda du domaine, pas une zone très intéressante, mais on fait un terrassement pour pouvoir poser un tunnel pour pouvoir héberger nos plants au début de saison. Donc on fait ce terrassement, évidemment le terrain est un peu accidenté, donc il fait un talus, le terrassier il a fait un talus, on pose le tunnel. Le printemps suivant, donc ça c'était pendant l'hiver, le printemps suivant, 2 nids de guêpiers déjà. Et là cette année, on en a au moins 10 ou 15 dans le talus. En fait, on ne s'attendait pas du tout à accueillir tout de suite une colonie de guêpiers à cet endroit-là. En fait, le talus correspondait exactement à leurs besoins. Et donc là, on a une colonie de guêpiers. Ils font quelques petites crottes sur le tunnel, c'est vrai. Mais je pense qu'avec les pluies de l'automne, on n'y verra plus rien. Super, vous avez inventé le nid à guêpiers. Non, en fait,
c'est pas, on l'a pas inventé parce que, enfin, disons qu'on a favorisé un aménagement qui était pour nous, qui n'était pas du tout en vue, on l'a pas fait exprès. Et en fait, c'est souvent un peu comme ça aussi dans la nature. Il peut arriver qu'on abîme un endroit parce qu'on a fait un aménagement quelconque, mais derrière, en fait, on va créer un autre aménagement sans le vouloir, de manière secondaire, et là, on va favoriser l'installation d'espèces qui n'étaient pas là forcément. Et alors, est-ce que là-dedans, il y a quelque chose d'un terme dont on entend de plus en plus parler sans toujours savoir exactement ce que cela recouvre? Est-ce que c'est un peu aussi du régénératif, où j'entendais l'ambition que de faire une agriculture qui impacte le moins possible sur la biodiversité existante, mais dans régénératif, j'ai l'impression qu'on essaie d'aller aussi, de passer la marche au-dessus, où l'ambition est peut-être encore plus ambitieuse. Effectivement, dans cette agriculture régénératrice, on va mettre en place des pratiques agricoles qui vont favoriser et développer la biodiversité sur le site. Donc ça va passer par la mise en place, des fois très simple, la mise en place de haies, d'engrais verts assez riches en flore qui va favoriser l'installation de certains insectes pollinisateurs. Après, donc ça favorise la biodiversité, ça la développe, mais ça nous aide aussi dans nos cultures. C'est-à-dire que c'est comme ce que je disais tout à l'heure, si on met en place un engrais vert qui va faire venir certains papillons, certains insectes, ça veut dire que d'un autre côté, on va avoir plus de pollinisation sur nos plantes et donc un meilleur développement, une floraison plus importante et donc des meilleurs rendements. En fait, on peut arriver à collaborer comme ça de façon vertueuse et à la fois que ça nous serve et en même temps que ça serve la biodiversité. Super. Henri-Luc, je voudrais te poser une question. Alors aujourd'hui, on est sur Actes, donc c'est super, les portes du château sont grandes ouvertes, même la réserve archéologique avec l'archéo-jardin. Mais c'est, voilà, comment tu prévois de permettre à tout le monde de voir et d'apprécier justement cet engagement concrètement? Là, il y a Actes, mais sinon, au fil de l'année, comment est-ce que l'on peut observer les effets des engagements du CNMN Château d'Espérant pour la biodiversité sur le site? Alors, remarquez, tu as cité la caméra qui nous permet de voir en direct la colonie de sérotine. Et il y a d'autres choses qui sont prévues? Bon, en fait, ce qui est... Bon, d'abord, l'ORE, c'est une démarche longue. Donc depuis qu'on a signé en 2022, donc tous les ans, on a eu des crédits recherche pour mobiliser ce qu'on appelle, nous, l'intelligence collective, qui nous permet d'imaginer un aménagement de ce lieu, pas de manière directive, mais en interrogeant un certain nombre toutes les personnes qui sont intéressées par Espérant, que ce soit des écologistes, des archéologues, des artistes, la société civile. En fait, donc on organise des réflexions on a fait ça pour faire le plan de gestion, et puis on a aussi fait ça on a identifié en fait la création sur un site archéologique qui est pas loin d'ici, sur lequel d'ailleurs demain vous pourrez aller, ceux qui veulent faire un parcours avec 3 artistes. Donc on a posé le concept de l'archéo-jardin, c'est-à-dire d'une réserve archéologique qui soit aussi un lieu de protection de la biodiversité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de réserves archéologiques en France. En fait, elles sont, comme je le disais tout à l'heure, perçues comme des réserves de culture. Et en fait, de fait, ce sont des réserves de nature, mais il suffit de changer ce regard et puis aussi de les considérer comme ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un archéo-jardin. Parce que, qu'on soit clair, ça veut dire que dans une réserve archéologique, on ne peut pas avoir de vestiges. Ils sont souterrains. On sait qu'on réserve, on y veille sans les offrir à la découverte, puisqu'il n'y a pas eu de fouilles. Et du coup, là, l'archéo-jardin, ça nous permet de découvrir le site, un site qui est géré pour permettre à la biodiversité de s'y développer, tout en nous racontant une histoire. C'est ça, le foncier d'Espérant, c'est ce parc qui fait 13 hectares et cette réserve qui fait 7 hectares que personne ne connaît. Et pourtant, de cette réserve est partie la création de Saint-Gilles. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, des Grecs se sont installés à 500 mètres d'ici.
Et à partir de là, il y a eu les Romains, et plus tard, tout ça s'est déplacé à Saint-Gilles. Donc on a ici, sur le site d'Espérant, un lieu invisible, pourtant très riche en histoire, qui se trouve pas loin d'ici. Donc en fait, on s'est dit comment on pourrait l'appréhender pour faire découvrir ce lieu culturel, mais aussi en même temps parler de nature. Et donc là, c'est ce concept d'archéojardin qu'on est en train de développer. Donc ici, vous êtes dans un parc paysager classé du 19e siècle, fait au 19e siècle par un grand bourgeois riche qui avait décidé d'aménager sa maison, en fait. C'est tout simplement ça. Il avait les moyens et il s'est créé cet environnement pour sa famille. Nous, aujourd'hui, ce site, c'est un site de l'État et ce lieu est un commun, donc qui nous appartient à tous, et on doit le réfléchir tous ensemble. Et donc, cet archéojardin, c'est ce jardin du 21e siècle qui va tenir compte de la culture, mais aussi de la nécessité de la protection de la biodiversité. Et ce projet, on le fait tous ensemble, avec du collaboratif et des gens qui viennent y réfléchir. Donc, il est en train de se créer. Et peut-être que parmi vous, il y aura des gens qui vont venir y réfléchir avec nous dans les années à venir, parce que c'est un processus. Et alors, je crois qu'une démarche assez originale et vraiment intéressante, ça a été d'associer des éco-délégués et des délégués culturels à cette démarche de réflexion. Oui, alors donc cette année, effectivement, on a pu faire venir des éco-délégués et des délégués culturels du lycée Philippe Lamour de Nîmes. Et donc, ce sont ces jeunes-là qui viennent et qui sont aussi importants pour nous que n'importe quel adulte, au contraire, parce que c'est pour eux que ces jardins sont faits, et qui viennent nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce jardin. Et donc, ils sont venus participer à cette aventure, et l'année prochaine, j'espère qu'on continuera avec eux, effectivement, et d'autres jeunes et d'autres enfants. Et c'est juste génial de voir ces jeunes discuter avec les écologues, les archéologues, les artistes, les élus, toute cette diversité d'acteurs que tu arrives à mobiliser, à impliquer dans la démarche. Et c'est bien de ces échanges que naît ce projet. Et, donc ça c'est... Je sais pas, on peut peut-être arrêter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, là, c'est le projet d'Espérant. Et en fait, ce qui est formidable, c'est de vous avoir à côté de nous. À 5 km de chez nous, il y a une nouvelle ORE, 115 hectares, une entreprise qui s'engage. Et en fait, je pense qu'on va pouvoir faire plein de choses ensemble pour dialoguer et protéger la biodiversité, en fait. Et donc, ça se fait sur le même territoire, en fait. Et c'est une chance, à mon avis, pour Saint-Gilles d'avoir... Saint-Gilles, Générac. Le territoire. Les domaines sur les deux communes. Donc, il y a aussi Générac qui est impliqué. Donc, on va pouvoir, j'espère, parler de biodiversité et s'engager et faire connaître ces engagements. Et alors justement, du côté du site, du domaine de Clarens, si on est curieux, si on a envie d'essayer de voir un guêpier, une pie-grièche, il faut quoi? Qu'on emprunte le GR? Comment on fait pour essayer de voir un peu ce que vous faites? Parce que ça a l'air juste génial. Effectivement, le domaine, il est traversé par le GR qui... Alors, je ne sais pas le GR numéro combien, il faut regarder, qui est entre Saint-Gilles et Générac. Donc, ça passe dans les vignes au-dessus, on redescend. Il faut regarder sur une carte IGN, mais en tout cas, vous avez un très beau chemin de randonnée que vous pouvez traverser. Vous pouvez voir, quand vous venez de Saint-Gilles, que vous allez direction Générac, au moment où vous... quelques mètres après l'entrée dans le domaine, vous avez des colonies de guêpiers sur votre droite. Vous les entendez là, dans les airs, vous pouvez les voir facilement. Si vous allez un peu plus loin vers les habitations, parce qu'au milieu du domaine, donc, il y a donc une chapelle, un prieuré, etc. Et donc là, on va avoir les Rolliers, aussi Rolliers d'Europe en ce moment. Mais du coup, si la chapelle est au milieu, ça veut dire qu'on peut venir, c'est accessible, le domaine? La chapelle n'est pas située sur le GR, donc elle est vraiment située dans la propriété privée. Donc c'est pas ouvert au public, mais en tout cas, il y a déjà ce long chemin qui traverse vraiment tout le domaine. Vous pouvez voir pas mal de choses et nos cultures, donc un petit peu sur les côtés, dans les parcelles. Dans cette belle faille refuge
au milieu de ces espaces de culture. Et ben, c'est vrai qu'on ne s'attend pas du tout à trouver ça quand après les connaisseurs, les marcheurs connaissent sans doute. On voit souvent des randonneurs ou des vélos passer, donc c'est pas un lieu complètement secret. Mais c'est vrai que quand on passe sur la route au-dessus, on ne peut pas deviner qu'il y a ça en dessous, quoi. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une question où vous étiez dit, tiens, à venir à une agora à l'occasion d'Acte 6, ce sera l'occasion de le dire, et je ne vous ai pas permis de vous exprimer, ou vous avez l'impression d'avoir présenté l'essentiel? C'est bon? Super. Alors peut-être, y a-t-il des questions dans le public, bien sûr? Alors je vous laisse le micro, et moi je vais prendre le mobile. Parce que c'est vous qui allez répondre. Monsieur. Bonjour, merci d'être là. J'ai une question. Alors tout à l'heure tu disais, c'est génial parce que l'ORE, tout le monde peut s'en emparer. Quand on a un jardin, on peut le faire, etc. Donc c'est une démarche très très citoyenne. C'est super, et c'est vrai, il faut en parler, il faut le faire. Là il y a un domaine d'État et tout ça. Et une entreprise. Et moi ma question elle est plutôt à l'entreprise, c'est de se dire, tiens, alors est-ce que vous jouez un rôle aussi comment on appelle ça, d'éclaireur vis-à-vis peut-être de vos confrères, consoeurs, pas forcément dans votre secteur d'activité uniquement, parce que autant ce que tu disais sur les citoyens, moi je le vois beaucoup vraiment comme étant quelque chose de potentiellement intéressant sur des entreprises, quel que soit leur domaine d'activité, pour que finalement il y ait une espèce de myriade comme ça de territoires qui puissent devenir des ORE, et que des entreprises, alors même qu'elles ont une contrainte de production ou d'activité, elles puissent démontrer qu'en réalité, on peut faire coïncider les deux. Bon, c'est ce que vous disiez finalement, voilà, les uns les autres. Donc ça, c'est ma première question, et qui va un peu avec. C'est, on voit bien Clarins sur votre production de plantes et tout, mais du coup, les engagements, je ne sais pas, sur vos autres sites, en dehors de ces deux-là, est-ce que vous avez pris aussi des engagements type ORE sur des territoires plus petits, qui ne seraient pas du tout des territoires protégés, mais tu l'as dit un peu, c'est finalement peu importe le territoire, c'est possible partout. Voilà, c'était ça mes deux questions. Merci. Alors oui, en fait, en dehors de notre secteur, en fait, c'est si vous en parlez autour de vous, vous finissez par justement créer un questionnement, un intérêt. Et ça, en fait, ça a touché quelqu'un. Cette entreprise est avec nous partenaire d'un fonds. Le fonds Explore qui finance tous les projets liés à la mer, à la connaissance de la mer, à la protection et à l'utilisation de matériaux biosourcés. C'est le fonds Explore qu'on finance depuis une dizaine d'années. Et en échangeant avec tous les mécènes de cette structure-là, nous, on a parlé de nos différents projets liés à la politique de développement durable et qu'on avait fait un ORE. Et donc cette société produit des centrales de traitement d'air, donc clairement pas un business comme le nôtre. Et en fait, il a décidé, dans la zone industrielle où il est implanté, à un moment, il s'est dit peut-être que mon activité va grandir, donc il avait préempté un terrain à côté de son usine, en disant si j'ai besoin de m'agrandir, j'achète la parcelle. Et il a changé son fusil d'épaule, donc il a bien acheté le terrain, mais il a fait une ORE sur cette parcelle-là, alors qu'on est, je crois que vous le savez tous, un peu dans des tensions pour l'accès au foncier, pour créer des nouveaux bâtiments, etc. Et en se disant, mais mon activité industrielle, en fait, je peux peut-être la réinventer sur l'espace que j'occupe déjà, sans avoir besoin forcément de grignoter de la surface supplémentaire. Et donc ça, en fait, cette partie-là, je vais me dire que je peux faire quelque chose avec la biodiversité et que je ramène cette biodiversité plus proche de moi. Je vous donne un exemple sur par exemple l'usine de Sainte-Savine. Donc c'est une deuxième usine qu'on a fait construire, qui a démarré maintenant il y a presque 2 ans, proche de Troyes. Et forcément, quand on a une emprise au sol, on a décidé de financer des programmes de renaturation sur toutes les communes qui sont liées à l'implantation de nos collaborateurs. En fait, ils vivent dans le tissu local. Et en fait, on a dit on va participer à la vie locale en se disant comment on ramène de la biodiversité dans les communes qui nous entourent. Et ça peut être des projets très divers. Donc on a financé 8 programmes différents. Il y a par exemple un projet assez emblématique sur la ville de Troyes où il y a un ancien site d'une piscine qui n'était plus du tout utilisé, très bétonné. Et donc on a participé à changer complètement ce site, en fait, à en faire un théâtre de verdure qui va
devenir un tiers-lieu. On a déjà des équipes qui sont installées pour faire un système d'accompagnement pour réparer les vélos, promouvoir les mobilités, tout. Donc là, on a participé à cette transformation en ramenant de la biodiversité dans un lieu qui était devenu hyper minéral et plus utilisé. On a participé sur une commune limitrophe aussi, par exemple, à dépolluer un site et remettre juste un lieu de pique-nique. En fait, il y avait un superbe promontoire pour voir en fait tout le paysage et c'était devenu une décharge. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça dans lesquelles on s'est engagé aux côtés des communes, de dire comment on peut essayer de transformer le milieu. Et on se dit que nos équipes vivent à 3, iront peut-être sur ce lieu-là, ou iront peut-être se balader et profiteront du promontoire, etc. Donc voilà, c'est ce genre de programmes-là pour nous sont importants pour se dire il faut aller porter ce message-là, que cette biodiversité, c'est pas la biodiversité sous cloche, on est à l'intérieur de cette biodiversité et comment on essaie de la ramener à soi, de la rendre plus proche. Et je crois que je ne réponds pas forcément à votre deuxième question qui était, pardon. La place des entreprises, justement, le rôle des entreprises aujourd'hui et peut-être demain dans cette prise de responsabilité, de ce changement de posture vis-à-vis de la biodiversité. Et spécifiquement avec l'ORE. Ouais. Alors peut-être que je le prends trop encore sous le prisme de Clarence, mais nous on se dit que si on joue pas le jeu de la place de la biodiversité, on est condamné à ne plus pouvoir faire nos produits. Donc on considère que c'est un sujet stratégique. Même si une entreprise n'est pas directement connectée à la biodiversité pour ses besoins, je sais pas, de matière ou de service, elle ne peut pas ignorer que tous les dégâts collatéraux vont finir forcément par nuire à son business. Si mon activité, par exemple, c'est de développer je sais pas, du cyclotourisme et de faire déplacer mes clients dans des parcours qui vont être hyper intéressants à découvrir, si je n'imagine pas que je dois participer à préserver des milieux parce que c'est la beauté du paysage qui va faire que mon business est viable, je suis un peu fou. Si je n'ai par exemple plus personne qui va s'installer dans la région où j'ai mon activité, je n'aurai donc plus de personnel pour pouvoir faire tourner mon activité, mon usine. Par exemple, nous, on a ça dans le questionnement sur certaines filières agricoles dans le monde. Le changement climatique est en train de tellement percuter certains milieux que ça devient invivable pour les populations. Donc ça veut dire que la plante endémique qu'on a besoin dans cet endroit de la planète, elle va peut-être être toujours là, mais on n'aura plus personne pour l'accueillir ou la cultiver. Donc de ne pas penser à se dire comment l'humain doit être reconnecté au milieu et de se dire que la biodiversité, il va falloir vraiment s'en soucier, c'est aussi un enjeu juste même de ressources humaines pour les entreprises. Donc il y a aussi cet enjeu-là qui est important. Et l'ORE est un mécanisme intéressant, en tout cas qui existe en France, pour l'institutionnaliser presque. Voilà. De se dire c'est à l'intérieur de notre fonctionnement et comme on le disait au début, c'est le cadeau pour les suivants. Voilà, pour la direction qui suit, ça fait partie de ton fonctionnement. Dans ton bilan, dans ton plan stratégique, il y a le volet ORE. Qu'est-ce que tu fais pour la suite dans ces années qui suivent? C'est plus fort qu'une déclaration d'intention, ça va plus loin qu'un engagement dans un label pour quelque chose de précis. Ça vient changer, quand je t'écoute, quelque chose qui relève de l'ADN même du terrain sur lequel vous agissez. Et c'est pour ça que ça se joue site par site. Et que du coup, c'est vraiment un changement de posture site par site, puisque l'ORE, elle est signée ici sur Saint-Gilles et j'oublie l'autre commune, comme il y en a une autre en Savoie, Générac. Il y aura autant d'ORE qu'il y aura de sites. Et ça, c'est peut-être important si on veut que ça impacte vraiment sur les personnes. C'est forcément ultra local, en fait. Le questionnement, il doit se faire à l'échelle de l'humain. C'est le rayon, en géographie, c'est l'espace vécu et perçu. On vit vraiment un espace qui correspond à 20 km. Donc l'humain, il n'a pas une projection très forte, ou sinon, après, il se fait une construction mentale de ce qu'il y a au-delà de lui. Donc il faut réfléchir local. Parce que là, on s'investit parce que c'est notre espace de vie. Donc il faut vraiment penser cette proximité dans le lieu dans lequel on vit ou dans lequel l'entreprise est en train de se déployer et de croître. Et peut-être je me trompe, mais par télépathie, j'ai l'impression, Marie, que tu aurais envie de dire il faut réfléchir local et il faut agir local, les mains dans la terre. Et du coup, au moins, quand c'est associé au foncier, au terrain, c'est là qu'on agit, c'est là que ça se passe, c'est visible, c'est vécu, et ça change du coup les choses. Ben oui, Isabelle, j'aurais pas dit mieux. Ouf, j'avais peur de dire une bêtise. Non, mais évidemment, réfléchir, c'est bien, c'est important, et c'est par là qu'on commence. Mais après,
concrètement, on agit et on réfléchit, on agit, on réfléchit, on agit, parce que c'est de l'observation dont parlait Henri Luc. Avant de faire quelque chose, tu observes ton environnement. Du coup, tu réfléchis à ce qui est en train de se passer autour de toi, et à ce moment-là, tes actions, elles sont mesurées par rapport à ce que tu as observé. Toujours bien regarder, quoi. Là, c'est le départ. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. C'est tout bon. Frédéric. Merci, oui, parce que moi je suis un particulier pour le coup, et j'ai entendu quelque chose qui m'intéressait, c'est que moi j'avais dans l'idée que l'ORE c'était quelque chose d'hyper contraignant et qu'on n'avait pas le choix. Enfin, quand on rentrait là-dedans, c'était une sorte de tunnel de contraintes. Voilà, c'est exactement ce que signifie l'acronyme. Et j'ai l'impression qu'en fait on peut négocier, alors je sais pas si on peut négocier, mais on peut choisir de négocier. Bon, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon terme. Mais si on peut choisir en fait ce qu'on va décider de protéger, et que c'est pas une totalité, voilà. Et deuxième question corollaire, est-ce qu'il y a des endroits où on peut se former là-dessus? Parce que moi, je travaille ici depuis 2 ans, j'entends parler de, voilà, je sais à peu près ce que c'est. Mais comment concrètement je peux le mettre en place chez moi? Super bonne question, là. Frédéric. Non, c'est quoi la première question déjà? Comment ça porte mal son nom? Obligation, hyper contraignant. Mais non, en fait, c'est ça qui est bien dans l'ORE, c'est qu'en fait, on se fixe les obligations qu'on veut. Donc on se sent capable de pouvoir tenir, évidemment. Donc c'est ça qui est bien. Donc soi-même, on évalue la capacité à protéger quelque chose. Donc toi, avec ton jardin, tu feras ce que tu as envie de faire. Et en fait, c'est un engagement moral qu'on a en fait aussi. Hein. C'est très symbolique, je trouve, comme dispositif. C'est un engagement moral. Après, évidemment, ça passe avec une signature. Donc ça, c'est aussi, donc du coup, c'est voilà, c'est sérieux, quoi. Donc on fait pas, voilà, il y a beaucoup de chartes qu'on signe. En fait, c'est comme ça. Ouais, tu signes, et puis après tu passes à autre chose. Là, t'engages en fait ton foncier, t'engages les enfants qui vont hériter de ton foncier. Voilà, donc c'est quand même sérieux. Puis après, l'autre question, c'était sur la formation. Voilà, la formation, moi je pense que c'est un truc il n'y a pas de formation. Et donc c'est pour ça que nous, comme on a 2 ORE sur notre territoire, on va réfléchir à faire à imaginer un séminaire ou quelque chose de ce type-là, où on va pouvoir venir témoigner, mais aussi faire venir d'autres ORE, et pour pouvoir parler de ça ici à Espérant avec 2 témoignages forts en fait. Donc on va essayer de monter ça avec l'organisme qui gère ça, c'est le ministère de l'écologie. Et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec ce ministère de l'écologie, le ministère de la culture, pour pouvoir montrer ce qu'on fait et essayer que ça se diffuse. En tout cas, dans les sites archéologiques, il y a une volonté, alors peut-être pas forcément de signer des ORE parce qu'ils ne pourront pas, mais de faire ce qu'on fait à Espérant sur l'archéojardin. Ça intéresse beaucoup de sites archéologiques en France, en tout cas en Occitanie. Donc on va faire ça, mais ça n'existe pas en fait, ce que tu proposes. Après, je reviens à la question du particulier, de chacune d'entre nous. C'est que ça, c'est encore une histoire pour les entreprises, pour les institutions, etc. Mais nous, on est sensibilisés, on fait des petits actes, des petits gestes ou des gestes plus vastes selon l'échelle de chacun. Mais comment, concrètement, on va signer un contrat. Donc dans ce contrat, on va stipuler, j'imagine, devant notaire, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on veut. Mais pour savoir ça, il faut vous écouter, par exemple, aujourd'hui. Donc comment d'autres, par ailleurs, vont pouvoir aussi avoir cette information? Il y a des sites, il y a un site internet, tu fais ORE, puis tu vas tomber sur des informations. C'est sûr, mais après, en fait, l'ORE, c'est sur des sites internet, tu vas trouver que le cadre, en fait. Après, l'ORE, ça se vit, donc il faut s'engager. Après, je pense qu'il faut créer une sorte de réseau, à un moment donné, ça va se faire. Mais nous, on va essayer de le faire ici, en fait, sur notre territoire. Hein. J'entends qu'on m'appelle, il y a des compléments d'information peut-être. Il me semble, sauf erreur, qu'il y a aussi le Perrier qui a une ORE sur le territoire et un particulier oui, à côté de chez nous. Oui, effectivement, il y a Perrier qui a une grosse ORE aussi également. Mais après, oui, on est il y a un particulier aussi, non?
Il y a un monsieur qui était là l'année dernière et qui a... Je ne sais pas s'il il est allé vers cette ORE. Je ne sais pas s'il a fait. D'accord. Je ne sais pas s'il s'est engagé. Ah, ok. Je pensais à monsieur là-bas qui posait la question de... il y a aussi des initiatives beaucoup plus simples. Moi, je suis par exemple en refuge LPO. Bon, mais c'est beaucoup plus simple. J'ai fait appel à un grand naturaliste, c'est-à-dire moi-même. Et puis, je fais comme vous, c'est-à-dire je fais des aménagements pour favoriser la petite faune de mon jardin. Et les résultats sont absolument magnifiques et merveilleux. Voilà. En fait, il y a plein d'initiatives à faire, hein. Évidemment, tout est bon, hein. Nous, on a pris cette obligation. Ça engage le foncier quand même, hein. Et Donc, heureusement que l'on peut toutes et tous agir, même sans ORE. Voilà, bah donc oui. ça, c'est bien de le rappeler. Mais effectivement, on voit que si on veut passer un gap supérieur, il y a aussi des solutions. Il y a aussi des solutions intéressantes, comme on l'a vu aujourd'hui, sur ce en quoi ça nous engage, sur la posture, sur le petit cadeau en héritage, Non mais par exemple. vous parliez de l'ORE du... Bah oui, il est là le monsieur. Bah, je sais pas où tu en es. Est-ce que tu as avancé dans ton ORE? Oui, mais c'est un peu lent. Ah oui, c'est ça, c'est lent, mais tu peux apporter ton tout à fait, témoignage. tout à fait. Voilà. En fait, Je moi, t'avais pas vu. Bonjour. Salut. Non, je suis agriculteur bio depuis 20 ans à Saint-Gilles, en Camargue, et j'ai longtemps été militant au niveau syndicalisme, au niveau de l'influence du témoignage d'une agriculture alternative à l'agro-industrie, qui sévit énormément en Camargue. Et devant l'immobilisme régional et la désespérance, puisque même il y a 2 ans, on s'était bagarré contre un herbicide très dévastateur sur la faune et la flore aquatique, que la riziculture camarguaise utilise à grand mètre cube. On a perdu en justice, parce que la FNSEA est aujourd'hui tellement puissante qu'on ne peut plus lutter, quoi. Et donc, devant cette photographie un peu déprimante, je me suis replié sur mon exploitation, et grâce à Espérant, on a découvert que l'ORE existait, et on en a mis une en place. Enfin, on est en train d'en construire une, mais c'est long, comme le carême, pour mettre en place le diagnostic, en fait, la photographie du territoire. Nous, on possède 22 hectares. À Saint-Gilles, dans la plaine, là, on faisait du riz désherbé par des canards pendant 15 ans. Voilà. Et actuellement, je suis en train de reconstituer le paysage camarguais tel qu'il était au 19e siècle, parce que j'ai des gravures de mon exploitation avant la construction des digues. Il y avait des arbres partout. Donc le visage de la Camargue tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec la véritable Camargue. Et donc, par exemple, cet hiver, on a planté 300 arbres de haies. Et chaque année, on plante à peu près 300 arbres de haies qu'on reconstitue. Ouais, tu vois, là, en fait, c'est la réponse. C'est pas une ORE, mais il y a des actions, évidemment. Oui, hein. mais on est en train de constituer une ORE aussi pour photographier, en quelque sorte, l'exploitation quand tous les aménagements seront terminés. On a même créé des mares à l'entrée de chaque rizière, des mares sauvages, boisées, afin que les petits animaux, les cochons, d'ailleurs, quand on crée de la nature comme ça, la nature nous est notre ennemi le premier. Les cochons, cet hiver, ils m'ont arraché au moins 50 arbres, 5 fois de suite. 50 arbres. Il a fallu replanter. Tous les jours, je repassais pour replanter les petits arbres que les cochons avaient arrachés dans la nuit. C'est terrifiant. Bon. Bref, maintenant, ils se sont calmés. Il n'empêche que c'est un peu long à mettre en place une ORE. Nous, ça fait 1 an qu'on est dessus. Je pense qu'on va pouvoir la signer d'ici quelques mois, peut-être à la rentrée. On prendra l'option 99 ans, parce qu'on est chez nous, et que finalement, quand on est chez soi, on fait ce qu'on veut. Et si on veut être très vertueux, on peut devenir très vertueux. Parce que j'ai été en Camargue, malheureusement, déçu par les grands organismes comme le parc régional, comme le syndicat mixte de la Camargue gardoise, je ne sais pas s'ils sont ici. Mais ils ne font pas grand-chose en fond. Puisque la complaisance, en France, on est dans les zones Natura 2000, il faut le savoir quand même. Hein, la moitié de la Camargue est une zone Natura 2000, ou les 2/3. On n'a pas le droit d'utiliser des produits de synthèse. Sauf en France. Où en France, on n'est pas coercitif, on n'empêche pas, on est incitatif.
Mais inciter un pollueur, c'est pas grave, il vous écoute pas. Donc finalement, plutôt que de se battre contre des moulins à vent comme Don Quichotte, quand on est chez soi, on peut réformer son propre soi-même, voilà, et devenir un modèle. Et j'ai suivi comme exemple Harry Luc, qui nous a éclairé avec l'histoire de l'ORE. Je trouve que ça va préserver notre petite propriété pour l'avenir. Et merci Harry Luc de ce témoignage qui nous a permis, qui quelque part devient une espèce de semence, hein, puisque nous, à titre d'agriculteurs privés, on s'engage dans cette démarche. Voilà. Bravo. Et alors, du coup, j'ai l'impression que l'ORE va vous permettre de protéger tout ce que vous faites déjà depuis 20 ans. Et c'est là où on a une complémentarité entre les actions que l'on mène et le fait de passer le cap aussi de l'ORE. C'est pour préserver ces actions, faire en sorte que les générations futures, ceux qui arrivent après, parce que s'engager sur 99 ans, s'il vous plaît, autant le dire qu'on ne le fait pas pour soi. Voilà, on le fait pour les autres, ceux qui arrivent. Merci beaucoup, vraiment, pour votre témoignage. Et ça fait trop plaisir de voir comme ça on inspire. Et du coup, à demain pour signer d'autres ORE. Merci.